Il y a 7 ans, ce qui aurait dû être un magnifique voyage en famille s'est transformé en cauchemar pour une mère. Lors d'une croisière, sa fille et son mari ont soudainement disparu sans laisser de traces. Pendant des années, les autorités ont tenté de découvrir ce qui s'était passé ce jour-là, mais avec le temps, l'espoir s'est estompé, aucune piste ni aucun suspect n'ayant émergé. Puis, un jour fatidique, 7 ans plus tard, la mère est passée dans une ruelle de la ville mais ce qu'elle a vu à cet instant allait tout changer. Avant de plonger dans cette histoire choquante, dites-nous d'où vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux gris du salon de Catherine Wilson, projetant de longues ombres sur le parquet usé. L'horloge sur la cheminée tic-taquait régulièrement, marquant le passage du temps. Catherine Wilson était assise dans son salon, les yeux fixés sur le détective Mark Holloway alors qu'il lui annonçait la nouvelle qu'elle redoutait depuis 7 longues années. « Madame Wilson », commença Holloway, la voix teintée d'un mélange de sympathie et de résignation, « je crains que nous ayons atteint un point où nous devons discuter de l'avenir du dossier de votre fille et de votre mari. » Le cœur de Catherine se serra, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. À 46 ans, elle avait vieilli et le poids de la disparition de sa famille était gravé sur son visage. Elle se pencha en avant, les mains fermement jointes sur ses genoux. « Que voulez-vous dire, inspecteur » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Holloway soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Cela fait 7 ans, Madame Wilson. Nous avons épuisé toutes les pistes, suivi toutes les pistes possibles. L'affaire se refroidit et nous manquons de ressources. » Catherine secoua la tête avec véhémence, la voix s'élevant de désespoir. « Non, inspecteur, vous ne pouvez pas abandonner. Claire et Daniel sont quelque part. Elle a 25 ans maintenant. Elle pourrait voir une des affiches que j'ai collées dans la rue ou sur Internet. On ne peut pas s'empêcher de chercher. » Son regard se porta sur les photos de famille qui ornaient les murs, leurs visages souriants contrastaient fortement avec l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce. Le regard de l'inspectrice s'adoucit de compassion. « Je comprends votre insistance, Madame Wilson, mais vous devez comprendre notre position. Au fil des ans, nous avons reçu d'innombrables fausses pistes et appels indésirables. Chaque enquête prend du temps et des ressources, et cela empiète sur d'autres affaires en cours. » Le regard de Catherine se posa sur la table basse où un épais dossier était ouvert, rempli de vieux documents et de rapports. Elle tendit la main, effleurant les bords usés des papiers. « Nous avons fait un si long chemin, » murmura-t-elle. « Nous ne pouvons pas laisser tout ce travail se perdre. » Holloway se renversa dans son fauteuil, l'air grave. « Pouvez-vous me raconter une dernière fois ce qui s'est passé ce jour-là ? Parfois, revenir sur les détails peut ouvrir de nouvelles perspectives. » Catherine hocha la tête et prit une grande inspiration. Elle avait raconté cette histoire d'innombrables fois à la police, aux journalistes, à des amis et voisins bien intentionnés chaque fois, comme si elle revivait le cauchemar. Mais elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, cela mènerait à des réponses. « Nous étions en croisière dans les Caraïbes », commença-t-elle d'une voix lointaine en se remémorant ce jour fatidique. C'était censé être de merveilleuses vacances en famille, un projet que nous avions planifié depuis des années. Elle marqua une pause, le regard perdu dans le vague, perdu dans ses souvenirs, le chant des mouettes et l'odeur de l'air marin semblaient emplir la pièce. Un fantôme de ce dernier jour heureux. Nous avions accosté à Curaçao, l'une des escales de notre traversée des Caraïbes néerlandaises. Daniel et moi étions assis dans un petit café près du port. Les tables étaient disposées le long de la rue pavée. Je me souviens des bâtiments colorés et animés qui nous entouraient, on aurait dit un paysage de cartes postales. La voix de Catherine se brisa légèrement tandis qu'elle continuait. Claire, elle voulait faire une petite promenade seule. Elle avait 18 ans, et nous pensions que ce serait sans danger. Le soleil brillait, il y avait du monde partout, comment aurions-nous pu savoir ? Holloway hocha la tête d'un air encourageant, prenant des notes pendant que Catherine parlait. Quand nous avons fini nos verres, une quinzaine de minutes s'étaient écoulées et nous étions prêts à partir. Daniel m'a dit qu'il allait chercher Claire pendant que je payais la caissière.
Elle n'était toujours pas revenue. Je l'ai vue sortir du café, essayant de passer un coup de fil. J'ai supposé que c'était Claire, mais Daniel, lui non plus, n'est jamais revenu. Je les ai cherchés sur la plage et au marché jusqu'au soir. Cela faisait environ 2 ou 3 heures que je ne l'avais pas vue, juste avant le départ prévu du navire. J'ai essayé de les joindre tous les deux, mais aucun n'a répondu à mon appel. Quand j'ai réalisé qu'ils étaient tous les deux partis, j'ai signalé la sécurité de l'équipage. Les mains de Catherine tremblaient au souvenir de la panique de ce moment. Ils fouillèrent le navire, interrogèrent les passagers, mais il n'y avait aucune trace de Claire et de Daniel, c'était comme s'ils s'étaient volatilisés. La direction de la croisière lui demanda de monter à bord pour que nous puissions poursuivre la discussion à l'intérieur. Ils promirent de contacter les autorités de Curaçao, mais j'étais terrifié à l'idée de les laisser sur l'île. Holloway fronça les sourcils en considérant l'information. Les questions de juridiction compliquaient certainement les choses, le navire se trouvant dans les eaux internationales et la disparition survenant sur le sol étranger, la réaction fut plus lente qu'elle n'aurait dû l'être. Il sortit un document de sa serviette, le papier était impeccable et officiel. Nous sommes en contact étroit avec les autorités néerlandaises et Interpol depuis des années. Les informations concernant Claire et Daniel sont enregistrées dans la base de données d'Interpol, signalées comme prioritaires. Catherine se pencha en avant, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, ils cherchent toujours activement? Holloway hésita, choisissant soigneusement ses mots. Je dois être honnête avec vous, Interpol Amsterdam a abaissé la priorité de cette affaire, Madame Wilson. Voilà ce que je suis venu vous dire. Sans nouvelles pistes, les ressources ont été détournées. Les affaires comme celle-ci deviennent plus difficiles à résoudre d'année en année. Ils nous alerteront si de nouvelles informations apparaissent. L'espoir dans les yeux de Catherine s'estompa, mais ne s'éteignit pas complètement. Elle se redressa, sa voix prenant une tournure déterminée. Je paierai plus cher pour l'enquête, dit-elle. Quoi qu'il en coûte, mais s'il vous plaît, ne laissez pas l'affaire tomber en désuétude. Holloway secoua doucement la tête, son expression s'adoucissant de compassion. Ce n'est pas une question d'argent, Madame Wilson. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous devons prioriser nos ressources et après 7 ans. Comment pourrait-il retrouver ma famille s'il ne la recherche pas activement, interrompit Catherine, la voix exaspérée. Le calme qu'elle avait lutté pour conserver commença à se fissurer, révélant la douleur profonde qui se cachait en elle. L'inspecteur se leva et rassembla ses papiers à un mouvement qui semblait marquer la fin de leur entretien, et avec lui, la disparition d'une nouvelle lueur d'espoir. Je vous le promets, Madame Wilson, même si Interpol à Amsterdam a abaissé la priorité de l'affaire, mon équipe ici à Orlando restera vigilante. Si quelqu'un nous fournit des informations, nous les suivrons immédiatement. Je vais poursuivre activement les recherches pendant 1 an, mais après. Sa voix s'interrompit, laissant la dure réalité de côté. Alors que Holloway s'apprêtait à partir, il se tourna vers Catherine, le visage adouci. Restez forte, Madame Wilson. Nous faisons tout notre possible. Ne perdez pas espoir. Sur ces derniers mots, le détective s'excusa. Catherine resta assise, entourée des restes de sa famille brisée et de l'espoir ténu de leur retour. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée continuait, rappel incessant du temps écoulé et de l'avenir incertain qui l'attendait. Alors que la porte d'entrée se refermait sur l'inspecteur Holloway, Catherine restait immobile sur le canapé, le regard fixé sur la pile d'affiches de personnes disparues posées à côté de son imprimante. Les visages de Claire et de Daniel la fixaient, figés dans le temps, leur sourire rappelant douloureusement des jours plus heureux. Prenant une profonde inspiration, Catherine se releva. Elle se dirigea vers l'imprimante et rassembla les affiches, les glissant dans une grande enveloppe en papier craft. La routine lui était familière, presque réconfortante par sa répétition. Combien de fois avait-elle fait cela au fil des ans? Combien d'affiches avait-elle accrochées? À combien d'inconnus avait-elle raconté son histoire? Elle attrapa son sac et son téléphone, s'arrêtant juste pour observer son reflet dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait semblait fatiguée, usée par des années d'incertitude et de chagrin.
Des mèches grises marquaient ses cheveux autrefois blonds, et des rides creusaient les coins de ses yeux et de sa bouche. Catherine sortit dans la douce matinée floridienne, l'humidité commençant déjà à monter. Elle monta dans sa voiture, les sièges en cuir familier lui offrant peu de confort tandis qu'elle s'installait. Son regard fut attiré par la photo glissée dans le pare-soleil, un instantané de moments plus heureux, immortalisant Claire et Daniel sur le pont du bateau de croisière, leurs visages rayonnant d'excitation pour l'aventure à venir. La vue de la photo déclencha chez Catherine un tourbillon d'émotions, colère, chagrin et un profond sentiment de perte la submergèrent tel un raz-de-marée. Ses mains agrippèrent fermement le volant, ses jointures blanchissant tandis qu'elle luttait pour contenir son émotion. Soudain, le barrage céda. Un cri primal s'échappa de la gorge de Catherine tandis qu'elle frappait le volant du poing. Des larmes ruisselaient sur son visage, des années d'angoisse refoulées se déversant dans un torrent d'émotions brutes. Pourquoi, sanglota-t-elle, la voix rauque et brisée. Pourquoi a-t-on dû faire cette foutue croisière? On aurait dû rester à la maison. Nous aurions dû être en sécurité pendant plusieurs minutes. Catherine se laissa effondrer, laissant le chagrin qu'elle avait si longtemps refoulé l'envahir. Le bateau de croisière, autrefois symbole d'aventure et de liens familiaux, était devenu le point focal de sa haine et de ses regrets. Si seulement ils avaient choisi d'autres vacances. Si seulement ils étaient restés à la maison, sa famille serait encore au complet. Alors que la tempête d'émotions commençait à s'apaiser, Catherine s'essuya les yeux, prenant de profondes inspirations tremblantes pour tenter de retrouver son calme. « Reprends-toi, Catherine, murmura-t-elle, la voix encore chargée d'émotion. Ils ont besoin de ta force. » Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et régla le GPS sur Tempé. C'était à environ 1 heure de route, mais un changement d'air pourrait lui faire du bien. De plus, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas renouvelé l'annonce qu'elle avait publiée dans ce secteur, renouveler ses recherches là-bas ne pouvait qu'augmenter ses chances de reconnaître CLA ou Daniel. Alors que Catherine s'apprêtait à sortir de son allée en marche arrière, son téléphone s'est soudain mis à sonner, brisant le calme fragile qu'elle avait réussi à reconstruire. L'appel a été acheminé via le système Bluetooth de sa voiture, et elle a hésité un instant avant de répondre. « Allô » dit-elle, sa voix encore légèrement rauque à cause des pleurs. « Est-ce Catherine Wilson » demanda une voix de femme, avec un accent typiquement européen. « Oui, c'est elle » répondit Catherine, la curiosité piquée malgré son épuisement émotionnel. « Madame Wilson, je vous appelle car je crois avoir vu votre fille CLA ici à Amsterdam. » Le cœur de Catherine s'emballa, un mélange d'espoir et de scepticisme l'envahissant. Elle avait reçu d'innombrables appels de ce genre au fil des ans, chacun promettant une piste pour finalement se terminer en déception, ou pire, en tentative d'escroquerie. « Je suis désolée, » dit Catherine d'un ton las et réservé, mais je n'ai ni le temps ni l'énergie pour les blagues en ce moment. Elle s'apprêta à raccrocher, le doigt sur le bouton de déconnexion, mais avant qu'elle puisse raccrocher, la voix de la femme résonna, plus insistante cette fois. « S'il vous plaît, Madame Wilson, écoutez-moi. Je ne veux pas de votre argent, accordez-moi juste un moment de votre temps. » Quelque chose dans le ton de la femme fit hésiter Catherine. Malgré son bon sens, elle avait envie d'en savoir plus. « D'accord, » dit-elle prudemment. « Je t'écoute, mais j'espère que ce n'est pas une blague. » La femme à l'autre bout du fil prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Je m'appelle Sophia Van Dijk. J'ai travaillé à Orlando pendant 6 ans en tant qu'expatrié. J'ai terminé mon projet il y a 6 mois et je suis rentré à Amsterdam. » Catherine écoutait attentivement Sophia expliquer comment elle avait vu les affiches de personnes disparues d'innombrables fois pendant son séjour à Orlando, dès le début de l'affaire. La description de CLA était gravée dans ma mémoire. Quand je l'ai vue, Madame Wilson, j'ai été certaine que c'était CLA, ses yeux bleus saisissants, ses cheveux blonds, ce sourire. Tout cela correspondait aux affiches que j'avais si souvent vues. Le cœur de Catherine s'emballa tandis qu'elle assimilait cette information. « Où l'as-tu vue » demanda-t-elle, osant à peine espérer. « Dans un bar ici à Amsterdam » répondit Sophia. Elle était avec un homme. Catherine pensa aussitôt à Daniel, était-il possible qu'ils aient passé tout ce temps à Amsterdam?
Mais lorsqu'elle demanda à Sofia de lui décrire l'homme, son espoir s'évanouit. Il était plus jeune, musclé, a déclaré Sofia. Tandis que Catherine assimilait ces informations, un tourbillon de questions et de possibilités tourbillonnait dans son esprit. Si c'était vraiment CLA, où était Daniel? Que leur était-il arrivé ces 7 dernières années? Malgré son scepticisme, Catherine ne pouvait ignorer l'étincelle d'espoir qui s'était allumée en elle. Elle devait poursuivre cette piste, aussi mince soit-elle. Madame Van Dijk, dit Catherine d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si ce que vous dites est vrai et que vous êtes sérieuse, veuillez vous rendre au commissariat d'Amsterdam et déposer plainte. La police locale d'Orlando est connectée aux autorités d'Amsterdam par Interpol. Si vous faites une plainte, elle sera signalée et portée à leur attention. La réponse de Sofia fut immédiate et rassurante. Bien sûr, Madame Wilson. Je pensais ce que j'ai dit. Je vais au commissariat immédiatement. Alors que l'appel touchait à sa fin, Catherine se surprit à poser une dernière question, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Êtes-vous certaine de ce que vous avez vu? Si oui, je prends l'avion pour Amsterdam aujourd'hui. Sofia marqua une pause avant de répondre d'un ton chaleureux et encourageant. Oui, j'en suis sûr à 90%. Et si tu décides de venir, contacte-moi. On pourra se voir, et je serai ravi de t'aider du mieux que je peux. Avec de profonds remerciements et un cœur empli d'espoir prudent, Catherine raccrocha. Assise dans sa voiture, l'adrénaline coulait dans ses veines tandis qu'elle réfléchissait à la décision qui s'offrait à elle. Une partie d'elle avait envie de rire de l'absurdité de la situation ou l'idée de prendre l'avion à l'autre bout du monde à la suite d'un appel téléphonique d'un inconnu, mais une autre partie, celle qui n'avait jamais abandonné l'espoir de retrouver CLA et Daniel, préparait déjà le voyage. En enclenchant la marche arrière, l'esprit de Catherine s'emballa. Elle rit doucement, imaginant rencontrer cette femme au grand cœur à Amsterdam, la suivant à une réunion avec CLA. Mais tout aussi vite, le doute s'insinua, lui rappelant ses déceptions passées. Elle se souvint de l'incident, 3 ans plus tôt, où quelqu'un avait prétendu avoir vu CLA à Hawaï. Cette course-poursuite s'était soldée non seulement par un chagrin d'amour, mais aussi par un cambriolage pour Catherine. Secouant la tête pour chasser ses pensées négatives, Catherine se concentra sur la route. La femme qui avait appelé au Sofia semblait sincère, bien plus que le jeune homme hawaïen qui l'avait contacté des années auparavant. Si Sofia avait vraiment signalé l'incident à la police d'Amsterdam, il y avait de fortes chances qu'elle ne mente pas. Ses émotions étaient en ébullition, mais Catherine savait que si elle ne prenait pas cette affaire au sérieux, personne d'autre ne le ferait. Interpol ayant abaissé la priorité de son dossier et les autorités d'Orlando ne lui accordant qu'1 an de plus, elle savait qu'elle devait tout donner. Alors qu'elle se dirigeait vers le commissariat, Catherine saisit à nouveau son téléphone. Elle composa le numéro de l'inspecteur Holloway, le cœur battant la chamade en attendant sa réponse. « Inspecteur Holloway, dit-elle, voici Catherine Wilson. Êtes-vous au poste? J'ai une nouvelle piste, et nous serons sur place dans 10 minutes. Oui, j'arrive. À bientôt. Merci, dit Catherine en raccrochant. Sa voiture s'arrêta sur le parking de la police d'Orlando, les pneus crissant sur l'asphalte brûlé par le soleil. Elle resta assise un moment, le moteur au ralenti, le temps de rassembler ses pensées. Le poids des 7 dernières années pesait sur ses épaules, mais l'étincelle d'espoir allumée par l'appel de Sofia la propulsa en avant. Catherine sortit de sa voiture en inspirant profondément. La chaleur floridienne la frappait comme un mur, l'humidité lui collant à la peau. Elle entra dans la gare, le souffle de la climatisation lui apportant un soulagement bienvenu. L'odeur familière du café et du papier l'accueillit, rappelant les innombrables heures passées ici au fil des ans, à traquer des pistes et à prier pour obtenir des réponses. L'agent Rodriguez, habitué de l'accueil, la reconnut immédiatement. Son regard, bienveillant mais teinté de pitié, croisa le sien et il lui adressa un sourire compatissant. « Madame Wilson, dit-il doucement, l'inspecteur Holloway vous attend. Vous pouvez monter tout de suite. » Catherine hocha la tête en guise de remerciement,
ses pas résonnant dans le couloir tandis qu'elle se dirigeait vers le bureau de Holloway. Chaque pas lui semblait lourd, chargé à parts égales d'espoir et de peur. Elle s'arrêta devant sa porte, prenant un moment pour se calmer avant de frapper. « Entrez !» appela la voix bourrue de Holloway de l'intérieur. Catherine entra, trouvant étrangement réconfortante la vue familière du bureau encombré du détective et du mur de dossiers derrière lui. Holloway leva les yeux de son ordinateur, l'air mêlé de surprise et d'inquiétude. « Madame Wilson, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Vous disiez avoir une nouvelle piste ? Catherine s'installa sur la chaise en face de lui, les mains jointes sur ses genoux pour dissimuler leur tremblement. Dans l'intimité de son bureau, elle raconta l'appel de Sophia, observant l'expression de Holloway passer du scepticisme à un intérêt prudent. Une femme à Amsterdam prétend avoir vu clair dans un bar, conclut Catherine, la voix légèrement tremblante d'émotion contenue. À sa surprise, les lèvres de Holloway s'étirèrent en un léger sourire. Nous avons déjà reçu un rapport du bureau d'Interpol d'Orlando, dit-il en se calant dans son fauteuil, le cuir craquant doucement sous son poids. Ils ont expliqué que la police d'Amsterdam les avait prévenus et que nous étions au courant de la situation. Le FBI a également été informé. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent, son cœur s'emballa. Alors c'est vrai, Sophia a vraiment dit avoir vu CLA ? Holloway hocha la tête et se tourna vers son ordinateur. Le léger clic de sa souris interrompit le silence momentané tandis qu'il ouvrait un dossier. Une femme nommée Sophia Van Dijk a déposé une plainte auprès de la police d'Amsterdam, fournissant une description détaillée de CLA. Le nom correspond à celui de la femme qui vous a appelé, ce qui ajoute une certaine crédibilité à cette affirmation. Un mélange de soulagement et d'anxiété envahit Catherine. Elle se pencha en avant sur son siège, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Que se passe-t-il maintenant ? Quand aurons-nous de leurs nouvelles ? Holloway prit un air sérieux. En ce moment même, la police d'Amsterdam fouille le secteur où Sophia a signalé avoir vu CLA. Mais, marqua-t-il d'un ton doux mais ferme, il faut être réaliste. Même si cette piste est sérieuse, les affaires internationales sont bien plus complexes. La procédure administrative est plus lente, et nous devons composer avec des fuseaux horaires, des procédures et des protocoles différents. Catherine hocha la tête, l'esprit déjà affolé. Mais si CLA est vraiment là, on ne peut pas perdre de temps. Et si je prenais l'avion pour Amsterdam ? Je pourrais aider aux recherches, parler aux gens. Cette femme a dit qu'elle pouvait m'aider. Holloway fronça les sourcils, l'inquiétude se lisant dans son regard. Catherine, souviens-toi de ce qui s'est passé à Hawaï. Je ne peux pas, en toute conscience, t'encourager à partir précipitamment sur la seule foi de cette piste. C'est dangereux, et, soyons réalistes, la probabilité qu'il s'agisse réellement d'ALC est faible. Catherine ressentit une pointe de frustration. Elle comprenait la prudence de Holloway, mais son instinct maternel lui criait d'agir. Je connais les risques, inspecteur, mais mon instinct me dit que c'est différent. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Holloway soupira en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Je comprends, Catherine. Je comprends. Mais s'il vous plaît, pour votre sécurité, ne prenez pas de mesures drastiques. Laissez la police d'Amsterdam faire son travail. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des informations. Catherine se leva, sa décision déjà prise malgré les avertissements de Holloway. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant, la main sur la poignée. Merci, inspecteur. J'apprécie tout ce que vous avez fait. Avant de partir, Holloway lança, Catherine, s'il te plaît, reste chez toi, ou va coller ces affiches si tu as besoin de faire quelque chose. Mais ne fais rien d'irréfléchi. C'est dangereux, même pour ta propre sécurité. Catherine hocha la tête, hésitant à parler. Elle quitta la gare, la fraîcheur intérieure cédant la place à la chaleur accablante de l'après-midi floridien. En remontant dans sa voiture, son esprit bourdonnait déjà de projets. Elle sortit son téléphone, ses doigts parcourant rapidement l'écran à la recherche de vols pour Amsterdam.
Une petite voix au fond d'elle lui murmurait que c'était fou, qu'elle allait peut-être traverser la moitié du monde pour rencontrer un inconnu sur la simple base d'un simple appel téléphonique. Mais lorsqu'elle trouva un vol partant dans 3 heures, Catherine comprit qu'elle devait tenter sa chance. Prenant une grande inspiration, elle réserva l'amende. Puis, toujours assise sur le parking du commissariat, elle recomposa le numéro de Sofia. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que la voix à l'accent de Sofia ne réponde. « Bonjour. Sofia, c'est Catherine Wilson, dit-elle d'une voix assurée malgré le trouble qui l'habitait. J'ai réservé un vol pour Amsterdam. J'arriverai vers 20 heures, heure locale. On pourrait se rencontrer. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, et Catherine retint son souffle, craignant soudain que Sofia ne se rétracte. Mais la voix chaleureuse de la femme se fit entendre, pleine de détermination. « Bien sûr, Catherine. Je te retrouve à l'aéroport. Ne t'inquiète pas pour l'heure tardive. C'est trop important. » Catherine fut submergée de soulagement. « Merci, Sofia. Je ne peux pas te dire à quel point cela me touche. » À la fin de l'appel, Catherine prit un moment pour se recentrer. Elle était pleinement consciente de la folie que pouvait paraître cette décision de traverser le monde avec une seule laisse pour un étranger, mais elle savait aussi que parfois, l'espoir exigeait des actes audacieux. L'océan pour rencontrer une inconnue qui prétendait avoir vu sa fille perdue de vue dans un bar. On aurait dit l'intrigue d'un roman à suspense, mais perdre sa famille lors d'une croisière, portée disparue, était encore plus fou. Avec une détermination renouvelée, Catherine démarra sa voiture et rentra chez elle. Elle n'avait que quelques heures pour faire ses valises et se rendre à l'aéroport. En conduisant, son esprit s'emballait. Et si c'était vraiment la piste qui ramènerait CLA à la maison? Et si c'était CLA, où était Daniel? Que leur était-il arrivé pendant ces 7 longues années? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais Catherine les repoussait. Pour l'instant, elle devait se concentrer sur la tâche à accomplir, faire ses valises, se rendre à l'aéroport, prendre l'avion pour Amsterdam, retrouver Sofia et, avec un peu de chance, trouver enfin les réponses qu'elle cherchait depuis cette année d'angoisse. En arrivant dans son allée, Catherine jeta un dernier coup d'œil à la photo de sa famille glissée dans le pare-soleil. « J'arrive », murmura-t-elle d'une voix pleine de détermination. « Tiens-toi encore un peu. J'arrive. » Le vol pour Amsterdam fut pour Catherine un tourbillon de repos et d'impatience. 9 heures s'étirèrent interminablement tandis que l'avion traversait l'Atlantique, chaque minute s'écoulant à la fois lentement et rapidement. Elle somnolait par intermittence, ses rêves mêlant retrouvailles pleines d'espoir et déceptions accablantes. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le cœur de Catherine s'emballa. Il était 20 heures et le ciel était déjà sombre par les hublots. Elle passa la douane, tandis que les annonces en néerlandais, inhabituelles, résonnaient dans le terminal. Catherine récupéra sa petite valise, la prépara à la hâte, sans se soucier de ce dont elle pourrait avoir besoin. Son esprit était entièrement concentré sur la réunion à venir. Elle fit un arrêt rapide à une borne pour acheter un forfait téléphonique prépayé, voulant être sûre de pouvoir joindre Sofia. Le hall des arrivées grouillait d'activité, même à cette heure tardive. Catherine scruta la foule, à la recherche d'un visage qu'elle n'avait jamais vu. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Sofia, mais l'appel ne parvint pas. Fronçant les sourcils, elle réessaya, se demandant s'il y avait un problème avec la nouvelle carte SIM. Alors que les minutes s'écoulaient sans aucun signe de Sofia, le doute commença à s'insinuer. Était-ce une erreur? Une autre farce cruelle? Catherine se remémora l'incident d'Hawaï, et l'anxiété lui noua l'estomac. Alors qu'elle s'apprêtait à abandonner et à se diriger vers la station de taxi, une voix l'appela derrière elle. « Catherine? Catherine Wilson ?» Catherine se retourna et vit une femme s'approcher d'elle. Elle semblait avoir à peu près le même âge que Catherine, peut-être quelques années de plus, avec un regard bienveillant et un sourire chaleureux. « Je suis Sofia Van Dijk », dit la femme en lui tendant la main. Catherine fut soulagée lorsqu'elle saisit la main de Sofia. « Merci beaucoup d'être venue, dit-elle d'une voix chargée d'émotion. Je commençais à penser. »
Sofia lui serra la main pour la rassurer. Désolé d'être en retard. La circulation était un cauchemar, et trouver une place de parking était impossible. Mais je suis là, et on va régler ça ensemble. Alors qu'elle se dirigeait vers la voiture de Sofia, garée au sous-sol du parking, Sofia raconta à Catherine son histoire. Catherine apprit que Sofia était également mère et qu'elle avait passé 7 ans à Orlando à travailler comme expatriée pour une organisation non gouvernementale œuvrant pour la résilience des femmes et des enfants. Après la fin du projet à Orlando, elle était rentrée à Amsterdam. Pendant mon séjour à Orlando, expliqua Sofia en s'installant dans sa voiture, j'étais séparée de mon mari et de mon fils ici à Amsterdam. Même ça, c'était déjà assez difficile. 2 fois par an, je revenais chez eux pour passer un week-end qui n'était en réalité qu'une journée, à cause du décalage horaire avant de repartir pour Orlando avant le lundi. Elle jeta un regard empli d'empathie à Catherine. Je ne peux pas imaginer perdre ma famille pendant 7 ans. Tu es une femme incroyablement forte, Catherine. Alors qu'ils entraient dans la ville, les lumières d'Amsterdam scintillant au loin, Sofia demanda, où voudrais-tu aller en premier? J'ai réservé une chambre pour toi dans un petit hôtel près du bar où j'ai vu, enfin, où je crois avoir vu CLA. Catherine hésita, partagée entre l'épuisement et l'urgence de commencer ses recherches immédiatement. Je sais qu'il est tard, dit-elle lentement, mais je ne suis pas fatiguée du tout à cause du décalage horaire. On pourrait aller au bar maintenant? Sofia hocha la tête, la compréhension dans le regard. Bien sûr. Ne t'inquiète pas pour moi. Je veux t'aider de toutes les manières possibles. Ils traversèrent la ville, les rues encore animées malgré leur tardive. À mesure qu'ils approchaient du quartier où Sofia avait vu CLA, l'impatience de Catherine grandissait. La voiture s'arrêta devant un modeste immeuble, à quelques pas du bar en question. C'est ici que j'ai réservé ta chambre, expliqua Sofia. Elle n'est pas luxueuse, mais elle est propre et proche de l'endroit où nous devons être. Ils laissèrent les bagages de Catherine dans la voiture et se dirigèrent vers le bar. Les rues étaient animées par les piétons, la vie nocturne trépidante d'Amsterdam battait son plein. À l'approche du bar, le cœur de Catherine s'emballa, chaque pas lui envoyant des pulsations d'impatience dans l'estomac. À l'intérieur, le bar était faiblement éclairé et le murmure des conversations régnait. Le regard de Catherine allait et venait, à la recherche de CLA. Sofia la conduisit au bar, où Catherine sortit de son sac une photo de CLA, la même qu'elle gardait toujours dans sa voiture. « Excusez-moi, dit-elle au barman, la voix légèrement tremblante en lui montrant la photo. « Avez-vous vu cette femme récemment ?» Le barman examina la photo, puis secoua la tête. « Je suis désolé, mais la police a posé des questions sur cette fille toute la journée. On leur a dit qu'on ne l'avait pas vue. » La déception envahit Catherine, mais elle refusa de perdre espoir. En sortant du bar, elle remarqua qu'ils approchaient de la limite du quartier rouge, dont les célèbres néons étaient visibles au loin. Sofia, remarquant le regard de Catherine, lui toucha doucement le bras. « Catherine, si nous devons fouiller ce quartier, nous devrions d'abord aller au commissariat. Je peux vous aider à identifier la mère de CLA, ce qui pourrait faciliter les recherches. Le quartier rouge peut être dangereux, et les gens là-bas n'apprécieront pas que nous posions trop de questions seuls. » Catherine hocha la tête, reconnaissant la sagesse des paroles de Sofia. Elles retournèrent à l'appartement pour déposer les bagages de Catherine et finaliser l'enregistrement. Catherine insista pour payer sa chambre, remerciant Sofia de s'être occupée de tout. Une fois cela fait, elles se dirigèrent vers le commissariat. L'air du soir était frais tandis que Catherine et Sofia marchaient côte à côte, entourées du bourdonnement des rues animées d'Amsterdam. Le commissariat n'était censé être qu'à 10 minutes à pied de là où elle se trouvait, mais Sofia suggéra de prendre un raccourci par le quartier rouge pour réduire le temps de moitié. C'était un itinéraire que Catherine n'avait pas prévu d'emprunter, mais face à l'urgence de leur mission, elle accepta. En parcourant les ruelles étroites, le quartier animé par les néons, le rythme électronique des clubs voisins et le mélange des langues dans l'air, ils se sentaient dans un monde totalement différent. Les gens déambulaient, apparemment indifférents à l'atmosphère. Devant les vitrines colorées qui contrastaient fortement avec ce à quoi Catherine était habituée,
ils constatèrent que la rue était animée, mais les ruelles qu'ils traversaient semblaient plus calmes, plus isolées. Catherine était perdue dans ses pensées, ses pas s'accélérant tandis qu'elle tentait d'ignorer le malaise qui lui montait au ventre. Le quartier était si troublant qu'elle ne pouvait s'en défaire. Sophia marchait devant elle, et Catherine, distraite, ne se rendait pas compte qu'elle prenait peu à peu du retard. Elle sentait l'énergie de la ville, mais elle n'y était pas pleinement présente. Son esprit se bousculait, CLA était-elle vraiment là? Est-elle en sécurité? Quel genre de vie menait-elle? Serait-il sur le point de la retrouver? Soudain, Sophia se figea sur place. Catherine ne s'en aperçut pas tout de suite, perdue dans ses pensées. Ce n'est que lorsqu'elle entendit Sophia l'appeler qu'elle s'arrêta et se retourna, réalisant qu'elle avait parcouru plusieurs mètres. Et, c'est... Reviens, cria Sophia, la voix chargée d'un sentiment que Catherine ne parvenait pas à définir. Elle se retourna vivement, un pincement de culpabilité la submergeant de ne pas être restée plus près. En arrivant près de Sophia, elle remarqua que son regard était fixé sur l'une des fenêtres de la ruelle. « Que se passe-t-il, Catherine » demanda-t-elle, perplexe. « Le commissariat est par là, non ?» Mais le regard de Sophia restait fixé sur la fenêtre, et Catherine le suivit, la curiosité grandissante. Là, derrière la vitre, une femme était assise sur un lit, vêtue d'une tenue minimaliste, un simple débardeur court, presque uni, et un jean déchiré. Catherine cligna des yeux, le cœur battant la chamade. Cette femme lui semblait si familière qu'elle en eut le souffle coupé en regardant de plus près. La voix de Sophia interrompit ses pensées, tremblante mais ferme. « Je suis sûr que c'est elle. Je l'ai vue tout à l'heure. C'est la même femme. » La poitrine de Catherine se serra tandis qu'elle s'approchait de la fenêtre, plissant les yeux. Son pouce accéléra tandis que ses yeux scrutaient chaque détail, ses cheveux blonds, ses traits délicats, sa façon d'être assise avec un air de résignation tranquille. « C'est CLA, dit Catherine d'une voix tremblante. Ce doit être elle. Sans réfléchir, Catherine tendit la main et se mit à frapper frénétiquement à la vitre, les mains tremblantes, le cœur battant, tandis qu'elle essayait de se faire voir par la femme, de lui faire comprendre. Mais la femme ne sembla pas la reconnaître. Elle se contenta de la fixer, le regard confus. Sophia regarda Catherine, le visage marqué par l'inquiétude, mais Catherine ne s'arrêta pas. Sa main frappa la vitre encore et encore, chaque coup plus fort que le précédent. « S'il vous plaît » cria Catherine, la voix brisée par le désespoir. « S'il vous plaît, c'est CLA. C'est ma fille. CLA, tu m'entends, ma chérie ?» Derrière la fenêtre, la femme semblait de plus en plus mal à l'aise. Elle s'agitait dans son lit et regardait nerveusement autour d'elle. Lorsque Catherine frappa à nouveau, la femme se leva, l'air troublé. Sans un mot, elle se retourna vivement et disparut, d'un geste vif et déterminé. Quelques instants plus tard, un agent de sécurité imposant et musclé surgit de la porte du bordel, le visage dur et impassible. Il était imposant, mesurant près de 30 cm de plus que Catherine, ses larges épaules masquant la lumière derrière lui. « Vous devez partir » dit l'agent de sécurité d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas un lieu propice aux troubles à l'ordre public. » Le cœur de Catherine se serra. « Voici ma fille » implora-t-elle, la voix tremblante d'émotion. CLA a disparu. Elle a disparu depuis si longtemps. Elle est là, je le sais. S'il vous plaît, vous devez m'aider. L'agent de sécurité resta impassible, les yeux froids alors qu'il faisait un pas en avant, sa main tendue déjà vers la sienne. « Radio, j'appelle la police si tu ne pars pas » prévint-il, son ton devenant plus sérieux. Catherine refusa de reculer. Ses poings se serrèrent et elle tint bon, refusant de lâcher la seule piste qui leur restait. Sophia s'avança avant que la situation ne dégénère. Elle sortit son téléphone et appela rapidement la police d'Amsterdam, expliquant la situation dans un néerlandais rapide. Catherine ne put saisir que des bribes de la conversation, mais elle comprit que Sophia leur parlait de CLA et de leur localisation. Sophia leva les yeux vers l'enseigne lumineuse, The Velvet Room.
Ils arrivent, dit-elle à la police. Le cœur de Catherine s'emballa, son souffle court, elle peinait à contenir l'anxiété qui la submergeait. Mais une lueur d'espoir perçait, peut-être, avait-il enfin trouvé CLA. La tension était palpable. À la fin de la conversation, Sophia se tourna vers Catherine, l'air calme mais pressé. La police est en route, dit-elle d'une voix ferme malgré la situation. Le poste est tout prêt. Ils seront bientôt là. Catherine hocha la tête, ses doigts tremblants tandis qu'elle serrait la photo, attendant le son des sirènes pour signaler son soulagement. Au moment où elle allait parler, un homme sortit du bordel, scrutant la scène du regard. Il remarqua immédiatement l'agitation, son regard rivé sur Catherine et Sophia. Il s'avança vers elle d'un pas autoritaire, son expression se durcissant en s'adressant à elle. « Vous faites peur à mon client », lança-t-il d'un ton dédaigneux. « Et à mon personnel. Vous devez partir. » Catherine se raidit, son cœur s'emballa, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia s'avança, sa voix calme mais ferme. « Nous recherchons cette femme, » dit-elle en désignant la fenêtre où CLA ou qui que ce soit était toujours assise. « Nous pensons qu'il s'agit de la personne disparue que nous recherchions. » Le pouls de Catherine s'accéléra lorsqu'elle ajouta, « Elle s'appelle CLA. C'est ma fille. S'il vous plaît, nous devons lui parler. » Les lèvres de l'homme se tordirent en un rictus moqueur. « Elle ne s'appelle pas CLA, » gloussa-t-il en secouant la tête. « Elle s'appelle Tracy. » « Tu te trompes. Elle n'est pas celle que tu crois. » Sophia ne broncha pas à ces paroles. Elle continua de le fixer, le regard fixe. Mais les jambes de Catherine semblaient sur le point de lui céder. Elle devait se tromper, non? Il fallait que ce soit clair. Alors qu'ils s'apprêtaient à poursuivre leur discussion, le bruit lointain des sirènes parvint à leurs oreilles, devenant de plus en plus fort à chaque seconde qui passait. L'attitude de l'homme changea instantanément. Son visage pâlit lorsqu'il jeta un rapide coup d'œil par-dessus son épaule en direction du bordel. Son regard se reporta sur Catherine et Sophia, la panique s'insinuant dans son expression. Sans un mot de plus, il se précipita vers l'entrée, se glissant à l'intérieur, mais pas avant d'attraper la femme, Tracy, par le bras et de la tirer vers la porte arrière, comme s'il avait l'intention de s'enfuir avec elle. « Arrêtez !» cria Catherine, mais l'homme ne sembla pas l'entendre. Il resserra son étreinte autour du bras de la femme tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. Avant qu'il puisse réagir, le bruit de lourdes bottes martelant le sol résonna dans la rue. La police était arrivée. Les agents firent irruption dans le bordel, imposants et déterminés. « Arrêtez !» Les mains en l'air, cria l'un d'eux en avançant vers l'homme et Tracy, qui se débattaient. L'homme se figea, dos aux policiers. Les mains levées, il se tourna lentement vers eux, un sourire suffisant aux lèvres. « Ces femmes sont folles, » dit-il d'une voix empreinte de moquerie. « Cette fille s'appelle Tracy, pas CLA. Elle se trompe complètement. Elle n'a pas disparu. » Les officiers restèrent impassibles, les yeux plissés tandis qu'ils évaluaient la situation. « Nous devons voir une pièce d'identité, » dit calmement l'un d'eux, et nous devrons également lui parler. Le sourire narquois de l'homme s'évanouit en une fraction de seconde. Catherine vit une lueur de peur dans ses yeux. Avant que quiconque puisse réagir, il tourna les talons et tenta de s'enfuir par la porte de derrière. Mais les policiers furent plus rapides. L'un des agents se précipita sur lui et l'attrapa par le bras avant qu'il ne puisse s'éloigner de plus de quelques mètres. D'un geste vif, ils le plaquèrent au sol, le bruit des menottes se refermant résonnant dans la ruelle. L'homme a été arrêté en quelques secondes, sa tentative de fuite déjouée. Pendant ce temps, Catherine ne quittait pas des yeux la femme qu'elle prenait pour CLA. Tracy se tenait là, le visage empreint de confusion et de peur. Les policiers s'avancèrent rapidement et lui parlèrent, mais Catherine entendait à peine les mots. Elle ne pouvait se concentrer que sur le visage de la femme, cherchant le moindre signe qui confirmerait ou infirmerait ce que son cœur espérait désespérément. Sophia s'approcha, la main posée délicatement sur l'épaule de Catherine. « Tout ira bien », murmura-t-elle, mais Catherine l'entendit à peine. Une seule pensée la hantait,
est-ce vraiment du CLA? L'atmosphère à l'extérieur du bordel était tendue lorsqu'un policier a conduit Tracy et l'homme hors du bâtiment. Catherine et Sophia ont regardé les policiers récupérer les affaires de Victor, son téléphone, son portefeuille et ce qui ressemblait à un tasé. En fouillant son portefeuille, les policiers ont découvert sa carte d'identité et confirmé qu'il s'agissait de Victor Soff. Ils l'ont poussé dans une voiture de police et lui ont parlé en néerlandais. Sophia aida à traduire ce qu'il disait à Catherine en anglais. Il n'est pas encore recherché, expliqua-t-elle, mais vu son nom de famille, il semble lié à un groupe qu'il traque pour trafic. Ils veulent savoir ce qu'il sait d'eux. Victor cracha par terre, le visage déformé par la colère. Je ne dirai rien, murmura-t-il avec un fort accent russe. L'officier hocha la tête d'un air impassible. Voyons voir ça, dit-il avec un accent néerlandais en claquant la portière de la voiture de police. Victor resta silencieux pendant que les policiers reportaient leur attention sur Catherine et Sophia. L'un d'eux guida doucement Tracy vers eux. Ses mouvements étaient lents, comme si elle peinait à comprendre ce qui l'entourait. Son élocution était pâteuse, ses mots se mélangeaient, son regard était vitreux, confus. Le cœur de Catherine se serra à cette vue. Cla? C'est toi. La voix de Catherine se brisa lorsqu'elle posa la question, son regard scrutant le visage de Tracy avec une intensité éprouvée. Elle remarqua que le regard de la femme n'était pas entièrement fixé sur elle, fixant la rue d'un air absent. Sophia s'approcha et posa une main rassurante sur son bras. Le cœur de Catherine s'arrêta en le remarquant, les pupilles de Tracy étaient dilatées, ses yeux brillaient d'une manière qui ne semblait pas naturelle. La confusion était palpable dans son regard, et son langage corporel trahissait qu'elle n'était qu'à moitié consciente de ce qui se passait. Elle est sous l'emprise d'un médicament, murmura Catherine d'une voix tremblante. Sophia acquiesça d'un air sombre. L'officier s'avança, l'air sombre. Vous avez raison, madame. Il faut d'abord qu'elle soit soignée, dit-il d'un ton à la fois pragmatique et ferme. On ne peut rien faire tant qu'elle n'est pas sobre, sinon, on ne pourra pas l'interroger correctement. C'est trop dangereux. Catherine hocha la tête, compréhensive. On va l'emmener dans une clinique près du commissariat, dit l'un des policiers. Ce n'est pas un hôpital complet, mais il est équipé pour la désintoxication et la soigner. Catherine et Sophia furent escortées jusqu'à un véhicule de police, tandis que Tracy fut conduite dans un autre. Les trois véhicules s'éloignèrent, celui transportant Victor bifurquant dans une direction différente, en direction du poste. Le trajet jusqu'à la clinique fut rapide, les sirènes sifflant dans l'air calme de la nuit, tandis que les policiers surveillaient Tracy de près, veillant à ce qu'elle ne sombre pas davantage dans l'inconscience. À leur arrivée, l'équipe médicale l'attendait déjà, l'emmenant à l'intérieur avec une efficacité redoutable. Catherine et Sophia furent conduites dans la salle d'attente, la porte se refermant derrière elles, leur bloquant la vue sur la clinique. Les mains de Catherine tremblaient, mais elle essayait de reprendre son souffle. C'est vraiment elle, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. J'ai vraiment envie de croire que c'est elle. Le regard de Sophia s'adoucit lorsqu'elle posa une main sur le dos de Catherine. On ne sait pas encore, mais on s'en rapproche. Quelques minutes plus tard, un policier est entré dans la salle d'attente depuis la clinique, l'air grave. Nous avons obtenu sa carte d'identité, a-t-il dit en brandissant une petite carte avec sa photo. Elle s'appelle Arend Janssen, mais son nom de rue est Tracy. Il s'est arrêté, jetant un coup d'œil à la porte où l'équipe médicale travaillait. Nous avons contacté la station par radio pour qu'elle enregistre son nom dans le système. Nous attendons toujours une mise à jour. Une vague de nausées noua l'estomac de Catherine. Et si cette femme n'était pas CLA? Elle avait fait tant de chemin, et l'idée que tout cela soit une erreur lui était presque insupportable. Elle ne savait pas comment elle réagirait si ce n'était pas sa fille. Peut-être que l'inspecteur Holloway avait raison, il y avait peu de chances que cette femme soit CLA. Le temps semblait s'écouler avec une lenteur angoissante tandis qu'ils attendaient les nouvelles de l'équipe médicale, de Tracy et du commissariat. Chaque crépitement de l'interphone de la police envoyait une décharge d'adrénaline dans les veines de Catherine, son cœur battant à tout rompre entre espoir et peur.
Le monde sembla s'effondrer sous ses pieds lorsque le répartiteur salua à nouveau l'agent. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit ce qui se disait en néerlandais. Qu'ont-ils dit ? Demanda Catherine. Sophia la regarda, les larmes aux yeux. La police a dit qu'avant de devenir Aaron Janssen, elle était connue sous le nom de C.L.A. Wilson. Tracy est son nom de rue. Ils l'ont confirmé grâce à sa pièce d'identité et à une demande de changement de nom de naissance documentée. Catherine réalisa soudain. Sa fille disparue était dans cette pièce. Elle sentait le poids de l'instant lui écraser la poitrine, sa respiration s'accélérait et les larmes lui montaient aux yeux. C'est elle. C'est C.L.A. La voix de Catherine se brisa, un sanglot s'échappant avant qu'elle puisse le contenir. Elle s'essuya les yeux, essayant de se calmer. Puis-je lui parler maintenant, s'il vous plaît ? L'agent échangea un regard avec Sophia, puis se tourna vers Catherine. Je suis désolé, madame, mais nous devons suivre la procédure. Nous devons d'abord nous assurer qu'elle est stable et recueillir toutes les informations possibles. Une fois arrivés au poste, nous vous autoriserons à lui parler. Catherine aurait voulu argumenter, briser le mur de bureaucratie qui semblait la séparer de sa fille, mais elle n'y parvint pas. Au lieu de cela, elle hocha la tête, la poitrine lourde de chagrin et de soulagement de savoir au moins que sa fille était vivante et juste derrière cette porte. Quelques instants plus tard, la porte de la clinique s'ouvrit et une infirmière en sortit, l'air soulagé. Elle a repris connaissance, dit l'une d'elles dans une langue qu'elle comprenait, calme mais rassurante. Les policiers échangèrent un regard avant de se tourner vers Catherine et Sophia. Veuillez patienter ici, leur a ordonné un agent en leur faisant signe de rester dans la salle d'attente. On s'en occupe. Sophia regardait Catherine arpenter la pièce en se grattant les ongles, la tension pesante dans l'air. Toutes deux s'accrochaient à un fragile fil d'espoir tandis que des voix étouffées s'échappaient de la pièce, leurs mots indistincts. Le temps s'étirait à l'infini tandis qu'elles attendaient. Finalement, la porte s'ouvrit à nouveau. L'officier qui était à l'intérieur sortit, le visage sombre. Elle est prête, dit-il en faisant signe à la jeune femme d'être escortée. Tandis qu'ils emmenaient Tracy hors de la pièce, son regard errait autour d'elle, confus, comme si elle cherchait à comprendre ce qui l'entourait. Elle hésita avant de parler, d'une voix douce mais empreinte de peur. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» demanda-t-elle en baissant les yeux vers ses bras, où restaient de légers bleus. « Est-ce que j'ai des ennuis à cause de la drogue ? Où est Victor ?» Le cœur de Catherine se serra à l'évocation de Victor. L'agent répondit sans hésitation, d'un ton ferme mais factuel. Victor Soff a été arrêté pour suspicion de traite et d'exploitation d'êtres humains. Il est lié à un groupe plus vaste, dirigé par Altersov. Il ne vous ennuiera plus. À l'évocation de son nom, Tracy écarquilla les yeux et resta figée. Puis, son regard se déplaçant, elle croisa celui de Catherine. Sa voix trembla tandis qu'elle murmurait, « Maman, c'est toi !» Catherine haleta, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait du mal à y croire. Après toutes ces années, après tant de chagrin, sa fille se tenait devant elle et elle la reconnut. Un tremblement parcourut Catherine tandis qu'elle hochait la tête, la voix chargée d'émotion. « Oui, oui, Claire. C'est moi, Catherine. Tu m'as manqué. » Sans un mot, Claire se jeta dans les bras de Catherine, la serrant fort contre elle. Catherine serra sa fille dans ses bras avec tout l'amour et le soulagement qu'elle avait accumulé depuis si longtemps. « Je suis si heureuse de te voir, » murmura Catherine, la voix brisée. « Je n'ai jamais abandonné, jamais. » Les policiers, témoins de ces retrouvailles émouvantes, ont délicatement éloigné les deux femmes. Leur voix était douce mais ferme. « Je suis désolé de perturber les retrouvailles, mais il faut qu'on y aille. » « On continue au poste, » a dit l'un d'eux. Catherine hocha la tête, serrant fermement la main de sa fille et ne la lâchant pas tandis qu'on les guidait vers l'extérieur. Elle ne la relâcha que lorsqu'elles montèrent dans des véhicules de police séparés aux Catherine et Sophia dans l'un, et Tracy dans l'autre. Puis elles se dirigèrent toutes vers le poste. À leur arrivée, on les conduisit dans une salle d'interrogatoire. Catherine peinait à contenir son émotion en regardant sa fille,
assise encore hébétée, mais plus alerte. J'ai cru ne plus jamais te revoir, Claire, dit-elle d'une voix brisée. Je pensais avoir renoncé à toi, maman, que je ne sortirais jamais de ce cauchemar. Le cœur de Catherine se brisa aux paroles de sa fille, mais elle prit doucement le visage de Claire dans ses mains. Je te cherchais tous les jours, sur les affiches, sur Internet. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Jamais. Claire hocha lentement la tête, le regard empli de tristesse, tandis qu'elle commençait à reconstituer son histoire. Tout s'était passé si vite, commença-t-elle, la voix plus posée, quoique toujours teintée de peur. J'ai été emmenée à Curaçao pendant cette croisière. Papa m'a vu, il a couru après la voiture, rattrapé juste au moment où elle s'arrêtait dans une ruelle. Il a essayé de les repousser, mais ils l'ont maîtrisé. Ils étaient 6. Ils l'ont forcé à monter dans la voiture aussi. Ils nous ont emmenés dans un entrepôt, et il s'est battu avec acharnement pour me protéger, mais ils l'ont battu, torturé, et ils l'ont tué. Catherine avait le souffle coupé, le visage pâle de culpabilité et de chagrin. Elle s'était demandé et même douté aussi son mari était impliqué. Mais entendre Claire raconter tout cela avec autant de détails douloureux la bouleversa. Ils m'ont drogué, continua Claire d'une voix vide et distante. Quand je me suis réveillée, je ne savais plus où j'étais. J'étais entourée d'hommes en noir, et il y avait aussi d'autres femmes dans la pièce, toutes effrayées et en pleurs. On était 10 ou 11, peut-être plus. Je ne me souviens même plus combien. C'est devenu flou maintenant. La douleur dans la poitrine de Catherine s'intensifiait tandis que Claire parlait, sa voix vacillant à chaque mot. Les 5 premières années ont été les plus dures, dit Claire doucement. Ils m'ont brisé. J'ai d'abord été mannequin, puis danseuse en boîte de nuit. Ils m'ont vendue à plein d'hommes comme Victor. Je ne me souviens pas de grand-chose de ces années-là. J'étais toujours drogué, toujours sous leur emprise. Les policiers écoutaient attentivement, saisissant ces mots dans le système tandis que Claire parlait, le regard vide, revivant ses horreurs. Catherine retint ses larmes, mais elles coulèrent quand même. Sa fille avait tant enduré, et la culpabilité et la tristesse menaçaient de la submerger. Les policiers hochèrent la tête solennellement, absorbant le poids de ses paroles. Nous allons devoir effectuer un test ADN, a déclaré un policier d'une voix ferme. Nous contacterons également les autorités d'Orlando, et les questions d'immigration seront abordées demain. Un interrogatoire plus approfondi sera nécessaire. Claire pourrait être en mesure de fournir des informations précieuses sur les autres femmes ou les hommes impliqués dans ces activités de trafic. Nous espérons que vous serez disposés à coopérer avec nous. Catherine et Claire hochèrent toutes deux la tête, le poids du moment s'installant. Sophia, qui avait été d'un soutien silencieux tout au long de l'échange, se tourna vers Claire avec un sourire chaleureux. « Je suis contente que vous vous soyez retrouvés, dit-elle. Je suis juste contente de vous voir réunis. » Catherine jeta un coup d'œil à Sophia, sa gratitude indicible. « Tu l'as sauvée, Sophia. Tu l'as retrouvée et me l'as ramenée. Je ne pourrai jamais te le rendre. Je te dois toute la vie. » Sophia la regarda, le poids de ses mots s'imprégnant. « Tu ne me dois rien. Tu es une mère qui n'a jamais abandonné, c'est tout ce qui compte. Tu as continué à te battre. » Alors que les échantillons d'ADN étaient soigneusement collectés, les agents ont discuté des prochaines étapes, comment les informations de Claire seraient traitées, comment ils commenceraient le travail de démantèlement du réseau de trafic qui l'avait retenue captive pendant si longtemps, et ils les ont assurés qu'ils feraient tout leur possible pour accélérer le processus. Dans ce moment de silence, l'esprit de Catherine s'égara. Elle repensa à toutes les années volées à sa famille, au chagrin qu'elle avait porté, au vide qu'elle avait ressenti. Mais maintenant, pour la première fois, elle voyait un avenir avec Claire. Elle serra de nouveau la main de Sophia, reconnaissante pour son soutien, son amitié, sa force inébranlable. Alors qu'elle sortait du poste de police, prête à affronter la suite du voyage, le cœur de Catherine était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Au fil des procédures judiciaires, Catherine comprit que le chemin vers la guérison serait long et semé d'embûches,
mais que chaque pas en vaudrait la peine. Elles l'affronteraient ensemble. Le poids de ces années de douleur ne s'enlèverait peut-être jamais complètement, mais elles trouveraient ensemble une issue. Elles affronteraient les cicatrices, le traumatisme et la dépendance tout en œuvrant pour la guérison. Catherine ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir, l'espoir que sa fille, après tout ce qu'elle avait enduré, finirait par trouver le chemin de la guérison. Avec Claire à ses côtés, Catherine savait qu'elle pourrait affronter la suite. Elles avaient déjà traversé le pire, et elles ne s'arrêteraient pas là.